Donc, le sujet de ce soir, c'est, je lis l'intitulé de mon exposé, sur la piste de la littérature amérindienne, États-Unis, histoire, colère et poésie. D'une plume à l'autre, John Rollingbridge, Yellow Bird, Louise Erdrich et Tommy Orange. Alors, j'ai choisi 3 auteurs représentatifs. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. La personne qui a écrit le premier roman écrit par un Indien aux États-Unis, publié en tout cas. Louise Erdrich, en fin de parcours, si je puis dire, qui englobe, elle, tous les thèmes contemporains, et entre les deux, un auteur jeune, 40 ans, premier roman qui lui traite du sujet des Indiens urbains. Avant de parler des auteurs et de littérature, je vais faire un petit topo, un petit cadre historique pour nous rafraîchir la mémoire ou pour découvrir certaines dates que peut-être on ne connaît pas, certains événements que peut-être on ne connaît pas. Bien entendu, tout le monde sait que c'est Christophe Colomb qui a découvert le continent américain en 1492. Mais puisque nous parlons ce soir des États-Unis en particulier, le premier contact entre la population indigène et les explorateurs européens s'est produit quelques années plus tard, en 1497. Le premier est arrivé à Terre-Neuve au Canada, c'est un certain Jean Cabot, enfin, d'origine italienne au service des Anglais. Et alors que l'Espagnol, Juan Ponce de León, lui, arrivait la même année sur les côtes de la Floride. Date importante, le Mayflower, 1620. Vous connaissez l'histoire des pèlerins qui quittent Plymouth et qui font cette traversée épouvantable. Certains nombreux seront ceux qui vont périr dans la traversée. Ils arrivent en 1620 sur les côtes américaines. Certains restent à bord, d'autres descendent, mais sont tout à fait démunis, tout à fait dépourvus, ne savent pas comment cultiver la terre, ne savent rien de l'endroit où ils débarquent, et ils seront aidés par des Indiens de la tribu Wampanoag, en remerciement, si je puis dire. D'une part, les Anglais, eux, en 1621, un an après, organisent la fête de la première récolte, invitent les membres de la tribu en question, mais ce n'est pas un simple remerciement, c'est également l'occasion pour les Anglais de fêter la première session de terre en même temps que la première récolte. C'est ce qu'on a appelé le banquet de Massawat, le nom du chef de la tribu invité à cette occasion. 2 ans plus tard, il y aura un autre banquet, en 1623 donc, un autre banquet qui fêtait également des récoltes, pas de cession de terre en tout cas affichée. Le problème, c'est que certains des Indiens en sortirent, si je puis dire, empoisonnés. Donc, ça a débouché sur la première guerre indienne. Ça va, je peux continuer? Lorsque Metacomet, le fils de Massawat, le premier chef de tribu qui avait été invité, que je viens d'évoquer, est devenu chef à son tour, il n'y avait plus de repas partagés. Il fut contraint de signer un traité de paix avant de pouvoir déposer les armes. 3 de ses hommes ont été pendus. Son frère probablement empoisonné après avoir été convoqué et capturé par le tribunal de Plymouth. Et tout cela a déclenché, bien entendu, une nouvelle guerre.
3 ans plus tard, Metacomet fut à son tour arrêté par la toute première unité des Rangers américains et un Indien, John Alderman. Il a été décapité, il a été démembré. On attacha les différentes parties de son corps à un arbre pour les offrir en pâture aux oiseaux. Alderman se fit remettre une de ses mains qu'il conserva dans un bocal de rhum pendant des années en faisant payer tout qui voulait la voir. La tête, je suis désolée de raconter des horreurs ce soir, mais bon, c'est hein, l'histoire de ces Amérindiens. La tête, elle a été vendue à la colonie de Plymouth, donc la première colonie des frères pèlerins qui s'étaient établis. 30 shillings, c'était le prix d'une tête d'Indien à l'époque. Elle a été plantée sur une lance, puis exhibée dans les rues de Plymouth avant d'être exposée au fort de la colonie pendant 25 ans. Autre date importante, nous avançons, 1763, les guerres qui opposent la France et la Grande-Bretagne depuis 9 ans dans leur conquête. Les guerres aboutissent au traité de Paris qui donne aux Britanniques le contrôle des terres amérindiennes à l'est du Mississippi. 1830, date extrêmement importante, c'est la signature de ce que l'on a appelé l'Indian Removal Act. Le président Andrew Jackson ordonne le déplacement des Amérindiens à l'ouest du Mississippi, ce qui entraîne un exode massif connu sous le nom de piste des larmes. 1851, rassurez-vous, toute la soirée ne va pas se passer en date, mais je pense qu'elles sont importantes. 1851, le Congrès vote l'Indian Appropriation Act, qui crée les premières réserves indiennes, et soumet bien entendu davantage les tribus qui voient leur territoire, leur liberté de chasser de plus en plus limitée. 1876, c'est la bataille de Little Bighorn, dans le Montana, où là, on a 2000... vous y êtes allés ? 2000 Cheyennes et Lakota qui affrontent, qui battent plat de couture le 7e régiment de cavalerie mené par le colonel Custer. 1887, le gouvernement vote le Dawes Act. C'est une loi qui permet le découpage des réserves en lots individuels, l'objectif étant de mettre fin au mode de vie communautaire des Amérindiens en facilitant de cette manière leur assimilation. 1890, 2 semaines après l'assassinat du leader Sioux Sitting Bull à Standing Rock, dans le Dakota du Sud, les soldats américains massacrent plus de 150 Lakota à Wounded Knee, en perdant eux seulement 25 hommes. 1924, nous avançons. Impressionné par l'engagement militaire des Amérindiens lors de la Première Guerre mondiale, le président Calvin Coolidge signe l'Indian Citizenship Act qui leur octroie enfin la citoyenneté américaine, sans pouvoir garantir à tous le droit de vote néanmoins. 1968, le président Lyndon Johnson signe l'Indian Civil Rights Act qui confère aux Amérindiens la plupart des droits garantis par la Déclaration des droits, le fameux Bill of Rights, mais autorise aussi par la même occasion les cours fédérales autorisent leur intervention dans les conflits tribaux. Bonsoir, allez-vous. 1969-1971, on en reparlera. C'est l'occupation de l'ancienne prison d'Alcatraz qui avait été fermée environ 6 ans plus tôt
Donc ça s'est passé de novembre 69 à juin 1971. Et là, 78 Amérindiens ont occupé pacifiquement l'île. Ils parviennent ainsi à attirer l'attention sur leur situation avant d'être finalement expulsés, mais j'y reviendrai quand je parlerai de l'œuvre de Tommy Orange, Ici n'est plus ici. 1973, pendant 71 jours, le Radical American Indian Movement, 200 Sioux Oglala armés, vont occuper l'emplacement de Wounded Knee pour contester la gouvernance conservatrice au sein des tribus, une gouvernance très autoritaire, une corruption au niveau de la présidence, du conseil tribal, la brutalité qui règne, et ils demandent en même temps une enquête sur la violation des traités signés avec l'État fédéral. Ces deux événements, Alcatraz et l'occupation de Wounded Knee, sont vraiment deux événements qui ont marqué, on peut dire, l'éveil de la conscience amérindienne au XXe siècle. Je reviendrai également en 2016, pendant plusieurs mois. C'est un événement qui a eu énormément de répercussions. Les Amérindiens protestent pacifiquement contre un projet controversé d'oléoduc, le Dakota Access Pipeline, dans la réserve de Standing Rock. J'y reviendrai. Un an plus tard, Donald Trump, quelques temps après son élection, 10 jours, a donné le feu vert au projet. J'en reparlerai. Alors aujourd'hui, le territoire amérindien est un territoire en miettes. Avant l'arrivée des colons blancs, bien entendu, ce sont les populations indigènes qui couvraient l'ensemble du continent américain, mais le territoire a été progressivement grignoté par les guerres, par les traités noués avec le gouvernement américain. Et aujourd'hui, les réserves ne couvrent plus, couvrent un peu moins de 2,5% du territoire américain. Alors, du point de vue démographique, il n'y a peut-être jamais eu autant d'Amérindiens aux États-Unis, les générations successives. Ils sont aujourd'hui plus de 5 millions, dont environ 2 millions de métis. Une population croissante, mais tout à fait inégalement répartie. Seul 1 million d'Amérindiens résident encore dans l'une des 326 réserves du pays. Dans la langue Ojibwe, les réserves sont appelées, je n'avancerai pas à prononcer, Ishkonigan, ça signifie les restes. C'est un mot qui symbolise toute l'amertume ressentie, à savoir cela signifie en fait les restes, ces terres ne sont plus que des reliquats, des terres qui avaient été garanties par les traités qui ont été maintes fois bafoués. Elles sont à nouveau aujourd'hui, j'en reparlerai à nouveau avec la littérature, par des intérêts économiques. Cette menace est comme une sorte de réplique, si je puis dire, de ce que l'on a appelé la destinée manifeste. La destinée manifeste, c'est l'idéologie, si je puis dire ça, qui a présidé à l'expansion à l'ouest, c'est-à-dire que ça désignait, et c'est repris aujourd'hui, la conviction, apparue donc au XIXe siècle, que la nation américaine avait pour mission de civiliser, mission divine, voire divine, de civiliser l'Ouest. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'un Amérindien aujourd'hui? La réponse semble couler de source, a priori. Souvenez-vous, lors de l'élection présidentielle de 2016, lors de la campagne, la sénatrice démocrate du Massachusetts, Elizabeth Warren, a évoqué publiquement les récits transmis de génération en génération dans sa famille.
à propos de leurs racines, de ces racines donc amérindiennes. Ça a été l'origine d'une controverse. Ses opposants, dont Trump bien entendu, qu'il avait baptisé, qu'il avait Pocahontas, ses opposants ont prétendu qu'elle avait inventé ses origines pour faire progresser sa carrière grâce aux quotas réservés aux minorités. Il y a d'ailleurs eu aussi une controverse, c'est une parenthèse, au Canada, par rapport à l'écrivain Joseph Boyden, que vous connaissez peut-être, qui est en partie indien, et on l'a aussi accusé d'annoncer à juste titre, de parler de ses racines amérindiennes pour se faire de la publicité, pour vendre davantage de livres. Je reviens à Elizabeth Warren. Bien entendu, ses alliés, eux, affirmaient qu'elle avait bien raison de parler de ses récits, de ses traditions et d'être fière de ses origines. Entre les deux, beaucoup de gens ne comprenaient même pas de quoi il s'agissait. Mais bon, que faut-il aujourd'hui pour être considéré comme amérindien? En fait, il y a des règles extrêmement strictes. Alors, on pourrait croire que ça coule de source, mais non, pas du tout. Pour être considéré comme indien par le gouvernement américain, il faut appartenir à l'une des 500 tribus qui sont reconnues au niveau fédéral et obtenir quelque chose qui s'appelle certificat, si je traduis certificat de degré de sang indien. C'est un document qui analyse littéralement le sang et établit un degré qui peut se situer n'importe où à partir de 1/16e ou 6%. C'est une équation qui ne prend pas compte, qui ne prend pas en compte les nombreuses tribus qui ne sont pas reconnues officiellement, ou des centaines de milliers d'Amérindiens qui, pour des raisons diverses, n'appartiennent pas officiellement à une tribu. Et il faut le demander. Il faut que, dans un premier temps, ce soit la tribu qui reconnaisse, il y a des quotas au niveau des tribus qui reconnaissent qu'ils font partie de la tribu, et puis cela est relayé au niveau fédéral, mais tout le monde ne le demande pas, et il y a des tribus qui ne sont pas officiellement reconnues, qui n'ont pas de traité signé avec les autorités fédérales. Et donc, il y a une question qui est au cœur de ce statut de degré de sang, c'est que pourvu qu'il y ait suffisamment de brassage au fil du temps, interracial, il se pourrait bien qu'en fin de compte, un jour, il ne restera plus un seul Indien légal. Et donc, la question de l'identité, de la reconnaissance sont, vous le verrez, des thèmes centraux de la littérature amérindienne aujourd'hui. Une question qui peut être intéressante aussi, je pense, et dont Louise Erdrich, la romancière dont il sera question, Louise Erdrich est très attachée à cette question de l'unité, de l'identité, de la reconnaissance des tribus, notamment de la sienne, la tribu Ojibwe. Et selon elle, chaque tribu, on peut se poser la question de l'unité du monde indien. Est-ce qu'il existe des divisions au sein du monde indien entre les différentes nations? Alors oui, bien sûr, chaque tribu a une histoire différente et une relation particulière avec le gouvernement fédéral en fonction des traités qui ont été signés. Mais les tribus, les nations sont unies quand il y a combat pour défendre le droit des indigènes et le respect des traités. Qu'on soit un Apache du Nord ou un Iroquois du Sud, il y a un sentiment de fraternité au moment où il faut mener des combats. Il y a aussi une fraternité symbolique par la création de certaines institutions qui ont pu être autorisées.
des institutions comme par exemple le Musée national des Amérindiens qui a été ouvert en 2004 à Washington. C'est un musée qui est le symbole aussi d'un combat important pour les Amérindiens, c'est celui du rapatriement des dépouilles et des objets sacrés, pouvoir exposer. C'est un combat qui est mené depuis de longues années. Certains calumets, par exemple, qui ont été échangés lors de la signature de certains traités, dont la passation a été interdite ou qui ont été récupérés par les autorités fédérales. Bref, ils demandent à récupérer leurs dépouilles, leurs objets, leur histoire. D'abord une demande légale pour que soient reconnus les traités passés au fil des années, et on verra que c'est pas gagné, parce que ces traités sont les seuls garants de l'existence des réserves, donc c'est vital. Tout n'est quand même pas négatif non plus. En 1978, les Amérindiens ont enfin acquis la liberté religieuse. Au cours du 19e, ils s'étaient vus dépossédés de leurs lieux sacrés, ils s'étaient vus interdire certaines pratiques ou possessions d'objets, comme les plumes d'aigle par exemple, aigle, espèce protégée. Mais la liberté de culte leur a été accordée finalement donc en 78 par un acte intitulé l'American Indian Religion Act, mais la mise en œuvre reste extrêmement complexe et très difficile vraiment à mettre en œuvre. Et donc depuis cet acte, la passation de cet acte, les cérémonies religieuses et rituelles ont fleuri sur tout le territoire amérindien, et ils ont pu ainsi renouer avec une spiritualité qui marque leur lien profond avec la nature, avec la terre, avec l'univers. C'est un système de croyance, cette relation terre-univers que l'on retrouve dans toutes les nations indiennes. Autre progrès important, c'est la création d'universités au sein de certaines réserves. Aussi, là c'est plus controversé, la création de bingo palace. Bingo Palace. C'est l'objet d'un des romans de Louise Erdrich aussi. Alors, le côté positif du bingo des casinos, des bingo palace, c'est l'argent bien entendu, l'aspect économique, mais bon, avec toute la corruption, l'addiction au jeu qui, bien entendu, suit la création de ce genre de lieux. Mais ça a quand même pu rendre une certaine autonomie, un certain pouvoir économique à certaines tribus. Certaines tribus ont pu ainsi mettre les revenus ainsi générés au service de la communauté, comme c'est le cas dans, par exemple, la réserve des 1000 lacs. Mais, bien entendu, il reste encore énormément de projets, de progrès à accomplir. Les Amérindiens sont encore victimes de stéréotypes extrêmement forts, notamment ce lien automatique qui est souvent fait entre les Amérindiens et la violence et la sauvagerie. Par exemple, une équipe de sport qui veut insister sur ou vanter ses qualités combattantes, guerrières, va s'appeler les Redskins, les Chiefs, les Braves par exemple. Souvent au cinéma, les Indiens sont réduits à l'image de créatures à plumes. L'armée américaine a des hélicoptères Apache, les missiles Tomahawk. Quand Ben Laden a été tué pendant le mandat d'Obama, l'opération, elle s'appelait l'opération Geronimo.
Lorsque ils ont milité, je l'ai déjà évoqué, j'y reviendrai un peu plus tard, contre la construction de l'oléoduc sous le Missouri dans le Dakota, sous la réserve de Standing Rock, l'administration Trump, toute fraîche, a encore joué sur cette image de sauvage en envoyant les forces armées alors que c'était une manifestation totalement pacifiste. Pour cette tribu et pour tous les gens qui se sont retrouvés là, c'était à la fois un danger environnemental et symbolique, à savoir que pour les Amérindiens de cette réserve, et pas uniquement de cette réserve, il y a dans leur prophétie qui dit qu'un jour un serpent noir va détruire le monde. C'est une ancienne prophétie Lakota. Un serpent noir qui se glisserait à travers le pays, profanerait les sites sacrés, empoisonnerait les eaux avant de détruire la terre. Et une fois infiltré sous la surface, le serpent en question viendrait réveiller les démons et les esprits maléfiques et empoisonnerait ainsi les veines de la terre-mère. Les chiffres restent terrifiants. Les Américains connaissent le plus haut taux de suicide des États-Unis, le plus haut taux d'incarcération, de pauvreté, de violence, notamment contre les femmes. C'est aussi le plus grand taux d'illettrisme et le plus bas niveau d'éducation du pays. Au plan culturel, les langues amérindiennes disparaissent petit à petit, mais beaucoup de tribus qui ont déjà perdu leur langue originelle ont fini par adopter une sorte de dialecte commun. Elles se comprennent dans l'ensemble, mais c'est un combat à mener, surtout auprès de la jeunesse, essayer de lutter contre la perte justement de ces langues originelles. Certaines tribus ont conservé leur propre carte, les Ojibwés en particulier, ont conservé leur propre carte du ciel qu'ils pratiquent. Ils sont de fins astronomes, leur propre système mathématique, leur propre alphabet. Ils ont un savoir médicinal assez considérable. Ils ont une bonne connaissance de la pharmacopée, des océans, des eaux, des forêts, des étangs, pas des océans, des étangs. Et tous ces savoirs sont souvent encapsulés dans des contes, des légendes, des récits qu'il faut continuer à transmettre. Aujourd'hui, plus de la moitié des Amérindiens vivent hors des réserves, dont une large part dans un environnement urbain, dans les villes, où il y a risque de perte de cette fameuse identité qu'ils cherchent à regagner ou à conserver. Ce qui se passe souvent maintenant, c'est qu'il y a des allers-retours, justement pour tenter de protéger les racines et l'identité. Beaucoup de ceux qui vivent en ville conservent des liens famille, par exemple, avec des habitants des réserves et font des allers-retours. Ils vivent en ville, mais ils retournent en visite, si je puis dire, dans les réserves. On voit ça dans le roman Bingo Palace, dont je reparlerai. Et donc, beaucoup de gens vraiment visitent régulièrement les réserves pour conserver ou pour renouer le lien avec leur famille. Dans les villes elles-mêmes, il y a de plus en plus d'organisations qui permettent de vivre leur culture par le biais des powwows. J'en reparlerai plus en détail. Ce sont des réunions qui ont été interdites à un certain moment, j'y reviendrai,
mais où les gens se rassemblent entre tribus maintenant dans les villes, et où il y a un brassage de toutes les nations. Il y a, par rapport à cette identité recherchée qu'il cherche à retrouver ou à conserver, une véritable bataille qui se mène actuellement au niveau des auteurs amérindiens. Certains d'eux sont maintenant depuis quelques années traduits en français, et par le biais de la littérature, à la fois la transmission des récits, des contes qui n'étaient qu'oraux au départ, ils les mettent par écrit et racontent la réalité des Amérindiens donc aujourd'hui. Il y a aussi le cinéma. Il y a eu les films à succès au début des années 90, notamment La danse avec les loups, hein, souvenez-vous, ou Le dernier des Mohicans, hein, adapté de l'œuvre de Fenimore Cooper, qui, pour les Amérindiens, notamment Tommy Orange, pose un problème parce que si, d'une part, c'est un véhicule de connaissances par rapport aux Amérindiens, à leur culture, etc., le problème, c'est que ces films ou certaines œuvres véhiculent, comme dans Le dernier des Mohicans ou Danse avec les loups, véhiculent toujours l'image du sauveur blanc. C'est le blanc qui va sauver les malheureux, les pauvres Indiens. Mais aujourd'hui, il y a des films indépendants extraordinaires qui sont tournés par des indigènes, tels que Aktar Najwat, qui a été réalisé en 2002 par Zacharias Kunuk, une production canado-inuit. C'est le premier long métrage qui a été écrit et joué entièrement dans le langage Inuktitut. Le problème, c'est que Hollywood ne s'intéresse toujours pas trop à cette rénovation, ce nouvel influx que le cinéma ou la littérature essayent de donner par rapport au cinéma. Hollywood, qu'est-ce qu'aime Hollywood? Hollywood aime l'imagerie indienne, les stéréotypes, et n'aime pas la diversité des tribus existantes, n'aime pas faire allusion que l'on parle du traumatisme historique et de la résilience de la culture, des cultures indigènes. Il y a aussi une réticence à raconter une histoire de culpabilité nationale, finalement. Hein. Il est difficile d'admettre que l'on vit sur un territoire qui a été volé. Un des personnages de Ici n'est plus ici et un autre de Celui qui veille, dont je reparle bien entendu. Ça se passe dans une réserve où il y a un professeur de mathématiques blanc, et il parle donc de l'histoire entre un Indien et sa famille, de l'histoire, de leur passé, et le professeur de mathématiques ne semble ne pas bien appréhender le problème, si je puis dire, et il fait cette comparaison. Le professeur de mathématiques est d'origine anglaise, mais imagine un instant que nous serions venus, que nous aurions débarqué en Angleterre, que nous soyons mis à occuper les fermes, à déclarer qu'elles étaient nôtres et à vous chasser vers les rivages. À ce moment-là, évidemment, l'interlocuteur comprend, mais c'est tellement ça, évidemment. Et on l'oublie tellement souvent, je pense. Hein. Alors, j'en arrive à la littérature. Le premier roman, c'est vraiment une rareté, ça vient d'être republié. C'est le premier roman écrit par un Indien, premier roman à avoir été publié en Californie en 1854.
et c'est l'œuvre d'un Cherokee, John Rolling Bridge, et c'est en français la ballade de Joaquín Murrieta. Alors, la genèse de ce livre, rappelez-vous, en 1848, alors que les États-Unis et le Mexique mettaient la dernière main au traité qui devait, après la guerre qu'ils venaient de se livrer, redéfinir leurs frontières communes, un certain James Marshall, charpentier, trouva une minuscule pépite, comme un petit pois, pas plus grande, alors qu'il était en train de construire une scierie au bord de la branche sud de l'American River, un des cours d'eau de Californie. Il dira « Mon cœur fit un bond dans ma poitrine, car c'était de l'or, j'en suis certain. » Puis j'aperçus un autre fragment dans l'eau, etc. Alors, bien entendu, vous connaissez l'histoire, dès que la nouvelle s'est répandue, les chercheurs d'or sont arrivés de partout. En quelques mois, la population indigène de l'État de Californie est passée à 300 000 habitants. Bouleversement démographique qui a entraîné une destruction en profondeur de l'équilibre écologique et des communautés indigènes. Les nouveaux venus, qu'est-ce qu'ils ont fait pour trouver l'or? Ils ont éventré les cours d'eau à la pelle d'abord et puis à l'aide de canons hydrauliques. Ils ont utilisé du mercure en grande quantité pour séparer les particules d'or des fragments de la boue. Et avec le temps, ce sont des tonnes de mercure qui ont été déversées dans les cours d'eau. Et les dépôts toxiques continuent encore de polluer le système hydrographique californien aujourd'hui. En outre, les mineurs s'en prenaient physiquement aux communautés indigènes, qui étaient gênantes. En 1848, il restait 150 000 Indiens en Californie. Le chiffre avait été déjà divisé par 2 au cours de la colonisation espagnole. 10 ans plus tard, il n'y en avait plus que 30 000. Et c'est sur ce fond de destruction écologique et raciale que se déroule l'histoire de Joaquín Murrieta. Les Mexicains, voisins, ont participé dès le début à la ruée vers l'or. Ils étaient voisins et ils avaient déjà eu l'occasion, dans le nord, dans la vallée du Sonora, d'exploiter quelques gisements. Et donc, en quelques mois, suite à cette annonce, 6 000 Mexicains avaient débarqué de cette région du Sonora et ils ont fondé rapidement des communautés. Alors, bien entendu, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de Blancs nés aux États-Unis ont pris ombrage de leur succès. Et dans certaines zones, les Anglo-Américains ont décidé de créer des districts qui ont édité des lois excluant les Mexicains. En avril 1850, donc 2 ans après le début de la ruée, ces mesures discriminatoires qui avaient été prises au niveau local ont été officialisées par l'adoption d'une loi sur les mineurs étrangers qui devaient payer un impôt de 20 $ par mois pour, je cite, avoir le privilège d'extraire de notre terre l'immense trésor auquel ils n'ont pas droit. Les contrôleurs des impôts étaient souvent accompagnés par des bandes de mineurs américains qui n'hésitaient pas à saisir le prétexte de l'impôt pour violenter leurs concurrents mexicains. La législature de Californie a donné tous les droits aux shérifs pour constituer des équipes donc de citoyens américains pour expulser les mineurs étrangers qui refuseraient de payer l'impôt. Et j'en arrive à notre Joaquín Murrieta. Il se peut fort qu'un de ces Mexicains chassés ait été un jeune homme du nom de Joaquín Murrieta.
Il se peut aussi qu'il n'ait jamais vécu que dans les contes populaires, on ne sait pas. Et tout ce que nous savons, c'est que au début des années 1850, les journaux de Californie ont mentionné à plusieurs reprises le célèbre hors-la-loi Joaquin qui, avec sa bande de coupe-jarrets, s'adonnait au vol et au meurtre dans tout l'État. Pour répondre à l'affolement croissant de la population, qui attribuait au fameux mystérieux Joaquin et sa bande n'importe quel incident au crime non résolu qui survenait, le gouverneur de l'État, un certain John Bigler, a mis sa tête à prix, en dépit du fait qu'aucune charge réelle ne pesait sur lui. Bigler a créé une patrouille. Il a confié la direction de la patrouille à Harry Love, un Texan nouveau venu en Californie. Et quelque temps plus tard, Love et ses patrouilleurs ont rencontré une bande de Mexicains et ont considéré qu'il s'agissait des bandits recherchés. Ils ont fait feu. Plusieurs Mexicains ont succombé. Les patrouilleurs ont coupé la tête de 2 des bandits, la main d'un autre, et ont immergé les trophées dans de grands bocaux d'alcool. Les dépouilles ont été exposées dans tout l'État sous cette double appellation, la tête du fameux bandit Joaquin et la main de Jack les Trois Doigts, tristement célèbre voleur et assassin. Les foules excitées payaient $1 pour contempler les reliques. Alors, même si Harry Love a touché la prime, il n'est pas certain qu'il ait vraiment réglé son compte au fameux chef des bandits. Dans la tradition orale de l'État mexicain du Sonora, on dit que Joaquin Murrieta a pu s'enfuir au Mexique, où il a connu une vieillesse heureuse. La tête du roi des bandits a continué d'être exposée en Californie jusqu'en 1906, et c'est les incendies qui ont ravagé San Francisco lors du tremblement de terre qui ont eu raison de la tête de Joaquin Murrieta. Alors, pour un homme qui n'est peut-être que une invention du folklore californien, Joaquin a joui d'une belle et longue existence posthume grâce à John Rolling Bridge, connu sous le nom de Yellow Bird. Son nom cherokee, Chisquataloni Yellowbird. Qui était-il? Il est né sur le territoire de l'actuelle Géorgie en 1827, d'une éminente famille cherokee. Son père et ses 2 oncles ont joué un rôle de premier plan lors du grand déplacement des tribus indiennes dans les années 1830. Je l'ai évoqué lorsqu'ils ont été obligés de passer à l'ouest du Mississippi. Je ne sais pas si vous avez lu Fenimore Cooper, mais le dernier des Mohicans fait partie de 7 volumes en fait, et on suit l'Indien Natty Bumppo qui est repoussé au fil des volumes avec les Indiens à l'ouest jusqu'au Pacifique, et quand finalement ils arrivent au Pacifique, il n'y a plus d'autre endroit où aller. Il s'écrit Here et il meurt. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce volume-là, enfin bon. Et donc, le père et les oncles de l'auteur avaient donc accepté, à la demande du gouvernement américain, de quitter les terres ancestrales, donc de partir pour l'ouest. Mais en donnant leur accord, donc le père et les oncles, en donnant leur accord au traité qui confirmait le départ des Cherokees, ils avaient signé en même temps leur arrêt de mort, parce que bien entendu tous les Cherokees n'étaient pas d'accord,
Et donc, ils furent assassinés. Le père de l'auteur a été poignardé sous les yeux de son fils qui n'avait que 12 ans. En même temps, il apprend la mort de son grand-père, un vieux chef cherokee, pour les mêmes raisons. La mère était une femme blanche, originaire du Connecticut. Elle quitte au plus vite le lieu du massacre avec ses enfants et trouve refuge aux États-Unis, donc en dehors de la zone. Yellowbird reste quelques années chez les Blancs avec sa famille avant de décider de rentrer au pays pour essayer en tout cas de faire reconnaître les droits de ses ancêtres. Il a été impliqué pendant un certain temps dans les disputes violentes qui régnaient au sein de la nation Cherokee. Il n'est pas parvenu à renverser les meurtriers de son père, de ses oncles et les autres tyrans qui opprimaient son peuple. Et en tuant l'un des chefs de leur parti, il a également fourni une belle occasion à ses opposants de tenter de l'éliminer. Et donc, il quitte à nouveau la terre de ses ancêtres et s'installe en Californie. Il est resté sur le territoire de sa 17e à sa 23e année. Et donc, il a tout connu pendant ces années, les controverses au sein de sa nation, les controverses avec les Blancs, la défaite des grands chefs, les disputes familiales, les représailles, les vengeances personnelles, tout ce qui a finalement découlé du bouleversement engendré par le déplacement de la nation Cherokee. En 1850, le jeune Rolling Ridge a rejoint la ruée vers l'or, mais il n'a pas été chercheur d'or pendant très longtemps. Il est devenu journaliste. L'un de ses oncles, en fait, John, qui s'appelait également John, avait été le créateur et le premier directeur du Cherokee Phoenix, un journal bilingue, Cherokee anglais. Et c'est en 1854 que son neveu a donc donné une nouvelle interprétation des légendes qui continuaient de parcourir la Californie dans ce fameux roman, donc autour de la personne de Joaquín Murrieta. Alors, en présentant un homme qui, tout scélérat qu'il soit, possédait, écrira-t-il, la plus indomptable, la plus courageuse des âmes, il a rendu justice à un peuple que beaucoup surnomment la nation des lâches. Les Mexicains étaient devenus seconde zone depuis la capture et l'assassinat du fameux Joaquín. Alors le roman au départ ne remporte qu'un succès local, mais le récit a été à de nombreuses reprises retravaillé par d'autres auteurs qui ont donné de nouvelles dimensions à la légende de Joaquín Murrieta. Ainsi, en 1859, un auteur anonyme a adapté de longs extraits pour les colonnes d'un journal, puis on en a fait un volume broché qui a eu plus de succès. Il y a eu des exemplaires qui sont passés en Espagne, qui sont passés en France, ce qui a donné une vie nouvelle à cette adaptation du roman initial. La version française est repartie au Chili, a été traduite en espagnol, et Murrieta est devenu ainsi chilien, a eu tellement de succès que Pablo Neruda a écrit en 1966 une pièce intitulée Fulgor y muerte de Joaquín Murrieta, donc Fureur et mort de Joaquín Murrieta. Je vais boire un petit coup. Il me semble qu'on sent un petit coup de chauffage tout à coup. Ou c'est dans le feu de l'action. Ça doit être ça. Ça doit être ça. C'est vrai que vous n'avez pas l'air spécialement épanoui de ce point de vue-là, en tout cas. Non, non, il ne faut pas rêver.
Alors, et c'est ça qui est le plus, qui est particulièrement, enfin, à mes yeux, croustillant, c'est que en 1919, l'auteur du roman feuilleton que tout le monde connaît, enfin, Johnston McCulley, a s'inspiré de la légende de Joaquín Murrieta pour le personnage de Zorro, qui est un des protagonistes de son roman, du roman de McCulley, le fléau de Capistrano, où on voit Zorro masqué, qui combat l'injustice après le coucher du soleil et qui, le jour, sous les traits de Don Diego de la Vega, qui mène une vie paisible, contemplative, à faire de la poésie, avec son fameux serviteur, comment s'appelle-t-il déjà? Bernardo. Alors, Macaulay, lui, il n'avait pas prévu de faire de son personnage un personnage récurrent, mais les lecteurs sont si enthousiastes qu'il va écrire 65 aventures. Et ce nouveau Murrieta va prendre une importance encore plus notable avec son arrivée au ciné. L'un des premiers westerns, attention, pas le western au sens où on l'entend, les Indiens, les cowboys, etc., mais dans le sens de films tournés dont le sujet se passe en Californie. Donc le premier, c'est Le signe de Zorro, ou la marque de Zorro, il y a les deux noms, qui est film muet, réalisé en 1920, ou avec Douglas Fairbanks. Et le film, vous le savez, a eu de nombreuses suites. Et puis, en 1957, les studios Disney ont lancé une série télévisée d'abord, qui allait faire connaître Zorro à une nouvelle génération de petits Américains et les autres. Zorro traverse l'Atlantique dans les années 60 avec de nombreux films, dont une coproduction franco-italienne avec Alain Delon. Et à l'époque de cette adoption européenne, Murrieta renaissait à nouveau côté Amérique, avec comme symbole fort de l'identité chicano, donc les Mexicains vivant là-bas, un poème épique composé par l'activiste américano-mexicain Rodolfo González, intitulé Yo soy Joaquín. Je soy Joaquín, perdido en un mundo de confusión. Je suis Joaquín, perdu dans un monde de confusion, emporté par le tourbillon d'une société de gringos, troublé par les règles, méprisé par les passants, éliminé par les manipulations et détruit par le monde moderne. Un poème qui mène le présent et le passé, les diverses identités espagnoles, indiennes, mexicaines et américaines, qui a contribué à l'éclosion de toute une production artistique chicano. Et ce n'est pas fini. En 1969, Luis Valdés, qui était la cheville ouvrière de United Farm Workers à l'époque, a offert à une nouvelle génération d'activistes cet avatar de la légende de Murrieta en tirant un court-métrage également intitulé Yo soy Joaquín. Alors, je vais peut-être vous lire un petit extrait. Oui, le portrait qu'il fait, le portrait que Rollin Rich fait de Joaquín, il écrit donc sa première apparition dans la chronique du Golden State remonte au printemps 1850. À cette époque, il exerçait l'honnête profession de mineur dans les gisements, considéré alors comme faisant partie des plus riches de l'État. Joaquín était à cette époque âgé de 18 ans. Alors, la description, un peu plus grand que la moyenne, élancé et cependant gracieux, il avait la vivacité d'un jeune tigre. Son teint n'était ni particulièrement clair, ni particulièrement sombre, mais pur et brillant,
et sa physionomie passait à l'époque pour être particulièrement belle et séduisante. Ses grands yeux noirs scintillant de tout l'enthousiasme de sa nature ardente, ses lèvres fermes et bien enroulées, son crâne à l'élégante forme, ses longs cheveux noirs et lustrés qui tombaient jusqu'à ses épaules, sa voix argentine aux accents généreux, le comportement ouvert et chaleureux qui le caractérisait, tout cela n'inspirait qu'amour à ceux et celles qui le côtoyaient. Ouais. Le héros, il avait gagné la confiance et le respect de toute sa communauté et sa concession minière, on ne fait pas rire, et commençait à s'enrichir. Cela lui procurait un début de prompt enrichissement. Il s'était bâti une confortable demeure minière en laquelle il avait installé l'élu de son cœur, une beauté du Sonora qui suivait le jeune aventurier dans toutes ses pérégrinations avec le dévouement passionné qui n'appartient qu'aux demoiselles aux yeux de braise du Mexique. Donc vous voyez le ton, vous voyez le style. Et dans le prologue d'ailleurs, il est écrit « En proposant son livre au public, l'auteur est bien conscient du fait que son mérite principal consiste en la véracité des recherches dont il s'inspire et non en la beauté de son écriture. » Comme je vous l'ai dit, il a voulu rendre hommage donc, à son humble manière, mais c'est absolument délicieux. Hein, oui, ça vaut vraiment, c'est une lecture vraiment très amusante, même s'il y a beaucoup évidemment, voilà, c'est picaresque, c'est romanesque, vous voyez le style, et ce sont les aventures, les vols et les meurtres, etc., les prises d'assaut, enfin, c'est vraiment... c'est un petit bijou, ça semble un peu ringard, mais l'histoire du livre, comme je viens de vous la raconter, est amusante et est intéressante. Et c'est le premier livre publié par un Amérindien sur le territoire américain et le premier livre publié donc en Californie. Alors, je vais maintenant passer à Tommy Orange. Qui lui traite des Indiens urbains. Aujourd'hui, 70% des Indiens vivent en ville. Grâce à son livre, Tommy, qui a explosé, il y a 4 ans, véritablement explosé, avec la publication de ce premier roman absolument époustouflant, There, ici n'est plus ici. Il est né en 82, donc un gamin. Son père, Cheyenne et Arapaho, a grandi en Oklahoma, en terre indienne. Il n'a pas appris l'anglais avant l'âge de 5 ans. Dans les années 70, il est au Nouveau-Mexique et il rencontre une Californienne blanche, tentée par l'aventure hippie à l'époque. Il la rencontre lors d'une retraite d'initiation rituelle du peyote, cette drogue hallucinogène, je vois que vous connaissez, bravo, hein, empruntée au rite ésotérique des Indiens. Et dès son enfance, en fait, de son enfance, il se rappelle le père donc Cherokee ingénieur, alcoolique permanent, qui partait le week-end pour officier dans les cérémonies cheyennes traditionnelles. À la maison, sa mère donc rencontrée lors de cette initiation à la drogue hallucinogène, à la maison sa mère, à un moment donné, elle a une révélation mystique devant une émission de télé évangéliste. Des années plus tôt, elle avait vu son arrière-grand-mère se faire guérir de l'arthrose en touchant le dessus de la télé et l'ambiance. Donc,
Il a été élevé avec l'idée que la fin du monde était imminente et qu'il ne vivrait pas jusqu'à l'âge adulte. Chaque nuit, il rêvait, écrit-il, de l'Apocalypse. Je le cite, « On m'apprenait que si je ne laissais pas Jésus entrer dans mon cœur, j'irais en enfer pour l'éternité. Or, je savais que je ne le croyais pas, j'étais terrorisé. » Il grandit à l'est d'Auckland, dans la baie d'Auckland, un quartier principalement peuplé d'Afro-Américains et d'enfants d'émigrés mexicains, un quartier gangréné par les gangs. Il va dans un lycée privé, ses copains sont blancs, qui le prennent en fonction de la couleur de sa peau, qui le prennent certains pour un Chinois, d'autres pour un Mexicain, d'autres pour un Japonais, enfin, ce qui le met en colère et sème la confusion en lui, bien entendu. Il exprimera cette difficulté d'être pour les autres ce que montre sa peau et ce qu'il est, bien entendu, à l'intérieur. On prend aussi pour un Espagnol en fonction des quartiers où il se trouve. Il passe ses vacances dans la réserve de sa famille paternelle, donc Cherokee, où on le regarde comme un Indien de pacotille. Je le cite à nouveau, « Pour eux, nous venions de la ville, nous ne vivions donc pas la vraie vie indienne. » Alors, adolescent, il ne se passionne pas du tout pour l'école, loin de là. Lui, sa passion, c'est le roller hockey. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le roller hockey. À 16 ans, il a atteint un niveau tel qu'il joue au niveau national. Il a même des sponsors, donc il espère, il compte devenir vraiment faire sa profession, sa vie, quoi. Hein. Mais bon, ça ne marche pas, ses ambitions vont être déçues. Il va alors se tourner vers la musique. Il apprend tout seul la guitare, le piano. Il va passer un diplôme d'art sonore, on l'appelle. Puis ça dérape un peu, il passe son temps dans les rave parties, ça donne aux tripes chimiques, ce genre de choses. Mais à un moment donné, on est en 2005, il doit bien gagner sa vie. Et il obtient un poste. C'est déterminant pour lui. Il obtient un poste au Native American Health Center, une association qui vient en aide aux populations natives de la baie d'Auckland, de la baie de San Francisco. Et en même temps, il a un job, un mi-temps dans une librairie. Et il prend peu à peu conscience de ce que c'est, par ses lectures, le traumatisme historique, par ses lectures et par son contact avec les gens qui sont soignés dans ce centre, conscience de la manière dont l'histoire avec un grand H et les histoires personnelles, les traumatismes des uns et des autres, l'impact sur tous ces gens, d'où vient leur tristesse, d'où vient la violence aussi qui règne. À ce moment-là, il a 23 ans et il découvre la littérature d'abord par le biais de la philo, Platon, Wittgenstein, quand même, et puis des auteurs comme Roberto Bolaño, le Chilien, qu'on appelle un peu le Cervantes sud-américain, contemporain. Enfin, il est mort au siècle dernier. Lors de son passage, il a vécu en Espagne, mais c'est vraiment un auteur absolument fabuleux. Il découvre l'Argentin Borges, il découvre Kafka et bien d'autres. Déjà admirateur de Louis Erdrich et d'un autre auteur amérindien qui est très très connu, dont je n'en parlerai pas, mais Sherman Alexie, peut-être le connaissez-vous, vous. Et il écrira il écrira, je le cite, « Quand j'ai compris que j'aimais écrire,
ça a été un choc. Suite à ces lectures, il se met à écrire. Il se met à écrire tous les jours. Il écrit, il fallait que je rattrape mon retard par rapport aux jeunes auteurs qui avaient déjà commencé avant moi. Donc il lit, il se met à écrire, il écrit tous les jours, il se dit j'ai du retard à rattraper, donc il écrit frénétiquement. Alors, sur quoi? Il écrit native, moitié blanc. Je connaissais chaque coin de bitume, mais je n'avais jamais vu les grandes plaines du Dakota. Quand vous êtes sous-représenté en littérature, vous cherchez partout des personnages qui vous ressemblent. Et cette voix n'existant pas, il a décidé de l'écrire lui-même. Les Amérindiens, les Indiens, donc passés des réserves à la ville, qui y retournent éventuellement de temps en temps, mais il décide d'écrire surtout sur ceux qui, jusqu'à l'écriture et la publication de son livre, n'étaient pas représentés, les Amérindiens, en zone urbaine. Il ne supportait pas du tout, c'est pas qu'on n'en parlait jamais, au cinéma, je l'évoquais, ou dans certains textes, mais ce qu'il ne supportait pas, c'est cette image monolithique des personnages qui étaient décrits, les plumes, à nouveau, dans les livres, au ciné. Des images pas très positives, il faut bien le dire. Aussi des idées négatives qui étaient transmises, des idées selon lesquelles tous les Indiens c'était des ivrognes, ou sont des ivrognes et des demeurés. Et même si ça commence petit à petit à changer, donc il s'est dit la représentation donc, des Indiens dans la ville, nés et élevés dans les villes, ça n'existe pas, ou en tout cas ce n'est absolument pas réaliste, donc moi je vais remplir ce vide. En 2014, il intègre un master de Creative Writing à l'Institute of American Indian Arts à Santa Fe, le premier séminaire à être de Creative Writing entièrement consacré aux auteurs natifs. Il sera diplômé en 2016. Pendant tout ce séminaire, ou en tout cas en partie, il a écrit son livre. L'idée, en fait, avait germé dans sa tête dès 2010, mais à ce moment-là, il est devenu papa. Et donc pendant un an, il a fallu s'y mettre pour faire bouillir davantage la marmite. Et donc il a tardé quelques années, mais lors de ce fameux séminaire, le livre, il l'a écrit. Et lors de la remise de son diplôme, des textes, des diplômés, il a été repéré par un agent littéraire. Un agent littéraire qui va lire par hasard, un peu par hasard quand même, son manuscrit. Ça se passe au lendemain de l'élection de Donald Trump. Et l'agent en question décide de le vendre en réaction à l'élection de Trump et aux événements de Standing Rock que j'ai évoqués. Le livre a été mis aux enchères en 2017. Ça a été une bataille d'éditeurs de 4 jours, gagnée par la fameuse maison d'édition Knopf. Il a été finaliste du Pulitzer pour donc la désignation du prix Pulitzer de l'année. Et on peut dire que ça a été la révélation de l'année 2018. Il a été traduit, si je me souviens bien, en 2019 chez Albin Michel. Alors, un peu contre son gré, en fait, il est devenu une vedette, la figure de proue d'une énième renaissance amérindienne. En fait, la renaissance amérindienne, de la littérature amérindienne, c'est un phénomène cyclique. Chaque fois qu'un événement se produit, dans les années 70, lorsqu'il y a eu Danse avec les loups, eh bien, il y a eu des auteurs qui se sont mis à écrire autour de la thématique.
Lorsqu'il y a eu Alcatraz, lorsqu'il y a eu le mouvement pour les droits civiques en 1970, l'occupation donc par les militants de cette prison, eh bien, à ce moment-là, ça a généré chaque fois des vaguelettes, on va dire, d'auteurs qui traitaient ce thème. Mais disons qu'actuellement, bah, c'est lui qui est vraiment la figure de proue de cette énième renaissance de la littérature amérindienne. Alors, ça commence, donc ce roman, j'espère que vous serez tous là ou à peu près la semaine prochaine. Ceux qui n'ont pas encore lu, précipitez-vous puisqu'il y a des exemplaires encore ici en bibliothèque. C'est une discussion qui promet vraiment d'être intéressante. C'est un roman, c'est un petit livre époustouflant. Vraiment, vous recevez ça comme un coup de poing, c'est absolument époustouflant. Ça commence par un prologue, en fait. Ça commence par un prologue où, en fait, oui, il va expliquer son propos, un prologue assez long. Il va expliquer que lui, il aime bien les prologues, parce que les prologues peuvent d'une part contextualiser la suite d'un récit. Il aime le fait que ce soit optionnel. Finalement, je pense que ça nous arrive peut-être à tous. Bah, quand on décide de lire un roman, par exemple, vous avez prologue, je ne sais pas ce que vous faites, mais parfois on le lit après, ou on ne le lit pas. Ça dépend. Donc oui, enfin, ça dépend. Et donc pour lui, le prologue est optionnel, finalement. C'est l'intérêt du prologue, la contextualisation et le fait que ce soit optionnel. Le lecteur n'est pas obligé de le lire. Alors dans ce cas-ci, c'est un essai. Ce prologue, c'est un essai, en fait, qui dénonce la violence génocidaire partout aux Amériques. Il parle de cette terre qui est enfouie maintenant, puisqu'il parle des villes, des Indiens dans les villes, enfuis sous le fer, sous l'acier, sous le béton, cette mémoire ensevelie qui est irrécupérable. Et le titre, en anglais, c'est ici, non, ici c'est there, traduit par ici n'est plus ici. C'est une citation, en fait, ça vient d'une citation de l'autobiographie de Gertrude Stein, qui, lorsqu'elle s'est retrouvée, quand elle est revenue, originaire d'Auckland, et quand elle est revenue dans sa ville à Auckland, et notamment en revoyant la maison, elle écrit dans son autobiographie: The trouble with Auckland is that when you get there, there isn't any there anymore. Donc le problème avec Auckland, c'est que quand vous arrivez là-bas, il n'y a plus de là. L'endroit est toujours là, mais c'est plus lui. Donc en français, le titre est pas mauvais, je trouve. Ici, notre terre, là où nous étions, n'est plus ici parce que tout est différent. Et donc, il y a ce fameux prologue où il détaille vraiment un peu les dates, si vous voulez, que je vous ai données au début de notre rencontre. Massawat, Metacomet, et il évoque notamment l'Amir, en parlant des stéréotypes, l'Amir à tête d'Indien. C'est le dessin d'un Indien aux longs cheveux, vous la connaissez, aux longs cheveux paré d'une coiffe de plumes d'aigle qui avait été dessinée par un artiste anonyme en 1939 et qui a été diffusé jusqu'à la fin des années 70 sur tous les écrans de télé américains après la fin des programmes. Donc c'est Indien entouré de cercles, pareil à ceux de la lunette de visée d'un fusil. Il y avait ce qui ressemblait à une cible au centre de l'écran et des chiffres comme des coordonnées. Et donc la tête d'Indien était juste au-dessus de la cible en question. Et il parle des visages qui sont devenus des logos, qui sont devenus des mascottes. Il parle de l'Indien, de la pub pour cette campagne qui a été assez connue même en Europe, Keep America Beautiful,
on voit un Indien qui est affligé de voir tant d'ordures répandues, la larme à l'œil, c'est un acteur, Iron Eye Cody, et la larme à l'œil qui fait référence, si vous voulez, à cette fameuse piste des larmes que j'ai évoquée lors du transfert des nations. Et il y a un... J'ai parlé beaucoup de têtes qui coupées, de têtes exhibées, de têtes qui roulent. Et il raconte dans son prologue un conte Cheyenne. Je vous le raconte ou je vous le lis, je vous le raconte. Si vous voulez, c'est affreux, mais il y a un côté positif, vous allez voir, ou en juger par vous-même. C'est l'histoire d'une famille qui a quitté son campement, le mari, la femme et les 2 enfants, un garçon et une fille. Tous les matins, le père, après avoir dansé, brosse les cheveux de sa femme et lui peint le visage en rouge. Puis il part à la chasse. Et il se fait que lorsqu'il revient, plusieurs jours d'affilée, le visage de la femme est débarrassé de la peinture rouge. Il la suit un matin et il voit qu'elle est dans la rivière, dans une sorte d'enlacement avec un monstre marin ou océan, une vaste étendue d'eau. Alors évidemment, ivre de jalousie, il massacre le monstre et tue sa femme, décapite sa femme, et revient, accrochez-vous, avec la chair de sa femme. Il y a le fils qui est bébé, qui reçoit encore le biberon, qui banade, qui dit « Tiens, mais aujourd'hui c'est bizarre, la viande évoque maman. » Et sa sœur dit « Non, non, c'est du chevreuil, c'est du chevreuil. » À ce moment-là, la porte de la cabane s'ouvre et il y a une tête qui roule, qui apparaît. Les enfants terrorisés sortent de la cabane et la petite fille se souvient d'un endroit où il y a des buissons où ils avaient coutume de jouer et par une sorte de formule rituelle, elle anime les buissons, mais la tête parvient quand même à rouler, à échapper aux buissons. Même chose pour des rochers qui s'animent, mais rien n'arrête la tête. Puis la tête arrive au bord d'une sorte de ravin où il n'y a plus d'eau, mais par le même rituel, la petite fille parvient à faire inonder la rivière, le ravin d'eau qui devient une rivière. La tête hésite, puis finalement parvient sur l'autre rive et continue de rouler. La tête, le conte se termine, elle en voulait toujours plus, toujours plus, toujours plus. Alors d'un côté, c'est horrible, ça évoque, ça symbolise tous les massacres qu'il y a eu, toutes les têtes coupées, roulées, etc. Mais la fin, elle surmonte les obstacles et elle en veut toujours plus, plus, plus. Ce conte symbolise pour lui la résilience de ces communautés, de ces nations indiennes et de l'espoir qu'il ne faut jamais perdre. Donc voilà. Par rapport, toujours dans ce prologue, par rapport donc à son but de traiter de l'urbanisation des Indiens, il dit « Les Blancs ont toujours essayé de nous effacer, ça a toujours été une politique de l'effacement, et la dernière étape, c'est la relocalisation vers les villes pour tenter une assimilation totale. Mais les natifs
ont fait les villes et ont créé des communautés de natifs dans les villes. Ils se sont appropriés la ville. Il écrit « Nous nous sommes trouvés, nous avons créé des centres indiens, nous sommes venus avec nos familles, nos powwows, nos danses, nos chants, nos vêtements brodés de perles. Nous avons acheté et loué des maisons, avons dormi dans la rue, sommes allés à l'école, nous nous sommes enrôlés dans l'armée. Nous avons permis à notre peuple d'aller et venir de la réserve à la ville. Au départ, nous n'étions pas encore des Indiens urbains. Cela faisait partie de la loi sur la relocalisation des Indiens, qui faisait elle-même partie du programme d'assimilation des Indiens. Mais la disparition souhaitée ne s'est pas produite. On appelle Indien urbain la génération née en ville. Il y a longtemps que nous nous déplaçons, mais la terre se déplace avec nous comme un souvenir. Un Indien urbain appartient à la ville et la ville appartient à la terre. Notre terre est partout et nulle part. There is no there, ici n'est plus ici. Après le prologue, nous avons 12 histoires, 12 narrateurs. Les histoires qui s'entremêlent. Il y a chaque fois un chapitre avec un narrateur, et puis on les retrouve, si vous voulez, à mesure que le roman se poursuit. Alors, ce sont 12 histoires personnelles, 12 histoires très intimes, donc 12 voix qui montrent ce que c'est, les différentes facettes de ce que c'est qu'un Indien dans la ville aujourd'hui. Et donc il y a tous ces récits qui aboutissent à une destination finale qui est le powwow, inspiré par un vrai. Il y a un powwow chaque année à Auckland Colisée, qui réunit tout le monde. Un powwow qui réunit les réunions, ce sont des réunions intertribales maintenant, il y a des danses, il y a des chants, c'est important pour eux pour se sentir membres de la communauté. Pour certains, les parents, pour les jeunes, certains parents se montrent réticents, ils préféreraient que leurs enfants coupent avec leurs racines pour qu'ils puissent s'intégrer davantage, c'est assez classique. Alors, je ne vais pas évidemment vous parler de tous les personnages. Et il y a Tony qui a honte d'avoir le visage marqué, déformé par ce qu'on appelle le syndrome d'alcoolisation fétale. Sa mère était alcoolique. Il découvre son visage dans le reflet de la télé à l'âge de 6 ans. Il y a Octavio qui est un trafiquant de drogue. Alors il y a Dean qui est un personnage particulièrement attachant. Dean qui lui qui espère honorer l'héritage de son oncle alcoolo décédé en collectant des histoires d'autres natifs pour réaliser un documentaire. Donc c'est une idée de son oncle au départ et il va tenter d'obtenir une bourse pour réaliser un documentaire. Il pense, on le voit dans le métro, qui va au jury qui va déterminer si oui ou non son documentaire, son projet va être accepté. Il pense aux vieux blancs, dit-il, qui vont le juger. Il s'imagine qu'ils le haïront immédiatement parce que, comme l'auteur, il est à moitié blanc, il est plutôt blanc de peau. Les juges, se dit-il, vont voir qu'il n'est pas qualifié, puisqu'ils vont le prendre pour un blanc, ce qui n'est qu'à moitié vrai. Donc, il serait inéligible pour la bourse art et culture qu'il vient solliciter. En fait, l'idée de son oncle, c'était de monter un film avec des interviews qu'il avait commencé à faire avant sa mort, d'Indiens qui vivent à Auckland et qui racontent leurs histoires, comment ils ont atterri à Auckland ou s'ils y sont nés, leur vie là-bas, quoi ressemblait leur vie. Et donc, en fait, c'est un peu l'histoire, si vous voulez, de Tommy Orange lui-même, à savoir que lui, son projet avec ce livre, c'est de faire comme s'il avait interviewé, si vous voulez, une série de personnes, comme s'ils étaient face à une caméra,
et les laisser se mettre en scène sans les manipuler, ni leur imposer un sujet, les laisser parler. Pour le personnage du roman, il s'agit évidemment d'obtenir une bourse pour rémunérer les gens qui accepteraient de témoigner. Tommy Orange, lui, bon, il écrit son propre livre. Il y a le personnage de Opal Viola Victoria Bearshield et de sa demi-sœur Jackie Red Feathers. Elles sont adolescentes, elles quittent leur petite maison jaune avec la mère Opal par un matin gris, froid, d'hiver, de janvier 1970, pour se rendre à Alcatraz. On va rejoindre notre famille, je cite, les Indiens de toutes les tribus. On va là où a été construite la prison. On va partir de l'intérieur de la cellule, autrement dit de là où on est aujourd'hui. Nous, les Indiens, c'est là qu'on nous a mis, même s'ils font comme si ce n'était pas eux qui nous y avaient mis. On va s'évader en creusant à la petite cuillère, petit à petit. On avait l'impression qu'on allait rester là pour de bon, convaincre le gouvernement fédéral de nous construire une école, un centre médical et un centre culturel. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Comme je vous l'ai dit, ils ont été chassés. Donc c'est rapport à cet événement des années 69-71. Il y a un extraordinaire dialogue avec un ours. L'ours Two Shoes, deux chaussures. Petite sœur, parce que Opal Viola Bearshield, elle est donc sur le territoire dans la communauté d'Alcatraz, et puis elle voit un groupe de jeunes qui lui fait un peu peur, et l'ours lui dit « Petite sœur, il ne faut pas t'inquiéter. Tous ces gens, même ces jeunes là-bas, sont de ta famille. S'il y en a qui t'embêtent, je leur sauterai dessus et les mordrai aux chevilles. Je me servirai de mon pouvoir médecine, je les ferai dormir. Le Créateur m'a donné la force de te protéger. » Je lui ai demandé d'arrêter de parler comme un Indien. Je ne sais pas ce que tu insinues quand tu dis parler comme un Indien. Tu n'es pas un Indien, Two Shoes. Tu es un ours en peluche. Tu sais, nous ne sommes pas si différents. Nous avons tous les deux été baptisés par des hommes à cerveau de cochon. Cerveau de cochon? Des hommes qui ont un cochon à la place du cerveau. Christophe Colomb vous a donné le nom d'Indien. Pour nous, c'était la faute à Teddy Roosevelt. Comment ça? Un jour à la chasse, il est tombé sur un vieil ours pelé et affamé. Il a refusé de lui tirer dessus. Plus tard, dans le journal, on a publié un illustré sur cette histoire qui donnait l'impression que Roosevelt avait fait preuve de mansuétude. Et puis, ils ont fait empailler un petit ours et l'ont baptisé Teddy's Bear. Et c'est devenu Teddy Bear. Ce que personne n'a dit, c'est qu'il a tranché la gorge de ce vieil ours. Comment sais-tu tout ça? Il faut connaître l'histoire de son peuple. Nous les ours, vous les Indiens, on en a vu de toutes les couleurs. Ils ont tenté de nous tuer, mais quand ils le racontent, c'est comme si l'histoire n'était qu'une grande aventure héroïque dans une forêt déserte. Il y avait des ours et des Indiens partout, petite sœur, et ils nous ont tranché la gorge. Roosevelt a dit « Je n'irai pas jusqu'à penser qu'un bon Indien est un Indien mort, je le crois de 9 Indiens sur 10. Et je ne suis guère porté à me pencher de trop près sur le cas du 10e. » Parler d'une voix douce avec un gros bâton à la main, voilà sa définition de la diplomatie. L'allusion à la big stick, diplomatie. C'est ce qu'ils ont fait avec nous, ours et les Indiens, les étrangers sur notre propre terre, et avec leurs gros bâtons, ils nous ont fait marcher si loin en direction de l'ouest qu'on a failli disparaître. Je trouve ça absolument extraordinaire, ce dialogue. Par rapport au nom, donc il dit, l'ours dit, c'est Christophe Colomb qui vous a donné le nom indien, et nous, l'histoire de Roosevelt. Alors par rapport au nom, pourquoi porte-t-on ce genre de nom? Bearshield, bouclier en peau d'ours. Est-ce que c'est l'ours qui essaye de se protéger? Ou est-ce que c'est la personne qui porte le prénom qui essaye de se protéger contre les ours? Pourquoi porte-t-on ce genre de nom? C'est toujours l'ours qui parle.
Ce sont de vieux noms indiens. On avait nos propres baptêmes avant que les Blancs ne viennent imposer tous ces noms de pères pour que le pouvoir reste aux mains des hommes. » Et puis c'est l'auteur. Opal, Viola, Virgile, Victoria, nom de la mère, nom de la grand-mère, femme médecine, chanteuse de chants sacrés. En fait, ils n'avaient pas de nom de famille avant l'arrivée des Blancs. Les noms de famille ont été donnés par les Blancs pour les répertorier. Et donc, il y a eu des tentatives de traduction de noms indiens, des noms indiens bâclés, des surnoms de pure circonstance, des noms transmis par des généraux, des militaires, des amiraux, des colonels blancs, parfois des noms de soldats, parfois des noms de couleurs. C'est son cas, lui, Tommy Orange. Sinon, Brown, Green, Orange, MacArthur, Sherman, Jumping Bull, ce genre de choses. Et donc, voilà. Alors, donc, à la fin, tous vont converger, je ne vais pas vous raconter la fin, tous vont converger vers le powwow final. Le powwow, bon, ça remonte à 2 siècles. C'était au départ un rassemblement qui se fêtait, qui célébrait des exploits guerriers, généralement autour d'un chef spirituel. Puis ça a été l'occasion de retrouvailles entre amis, en famille. Mais les danses qui s'y déroulaient étaient souvent très mal vues, perçues comme une danse de guerre, comme des danses de guerre. Et les powwows étaient ressentis comme une affirmation de l'identité indienne et donc pouvaient être synonymes d'assimilation plus lente, plus difficile. Les églises chrétiennes s'y sont opposées. Il y a eu répression au Canada jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, il y en a partout, absolument partout. Il y a des concours de danse, des foires, vente d'objets d'artisanat. Donc, petit extrait du texte. Nous venons des 4 coins du pays. Nous prenons la voiture, seuls ou à 2. Parfois, nous organisons une expédition familiale. Indiens inscrits, non inscrits au registre officiel. Nous avons organisé des powwows parce que nous avions besoin d'un lieu de rassemblement, un endroit où cultiver un lien entre tribus, un lien ancien qui nous permet de gagner un peu d'argent et qui nous donne un but. Nous sommes venus au Grand Powwow d'Auckland pour diverses raisons. Les filaments emmêlés de nos vies forment une tresse attachée derrière tout ce que nous avons fait depuis le début pour nous retrouver là. Nous avons traversé des kilomètres et nous avons traversé les années, les générations, les existences, en couches de prières et de costumes décorés de perles, ornés de plumes, tressés, bénis et maudits. Alors sur le parking, il y a des voitures qui se ressemblent parce qu'il y a des autocollants avec des slogans indiens. Par exemple, « Nous sommes toujours là »,« Mon autre véhicule, c'est un poney de guerre »,« Custer l'a bien cherché », antiterroriste depuis 1492 et ce genre de choses. Alors, donc, vraiment, c'est vraiment à lire. Aussi à lire, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu Louise Erdrich déjà. Elle appartient à la tribu Ojibwe de Turtle Mountain dans le Minnesota. Elle est née en 1954, père germano-américain et mère Ojibwe, moitié française avec des origines canadiennes aussi. Et bon, elle est romancière, poétesse, livre jeunesse, essai, enfin c'est vraiment une des grandes voix de la littérature amérindienne. Elle transmet la mémoire, les massacres, les spoliations, l'ostracisme, les mesures d'effacement, les difficultés d'adaptation à la civilisation urbaine. Enfin, elle englobe absolument tout. Elle a écrit une petite vingtaine de romans. Celui qui l'a fait connaître, c'est Love Medicine, l'amour sorcier en 1984, où elle part de 1934 et elle raconte l'histoire de 2 figures, de 2 familles, dans 2 familles isolées de Chippewa dans le Dakota du Nord. Ce qui a dévoré nos cœurs, l'histoire d'un Indien accablé par la mort de sa petite fille qui a été dévorée par les loups et qui parvient à apaiser ses souffrances,
grâce au pouvoir surnaturel d'un tambour. Il y a très très connu la chorale des maîtres bouchers. Vous avez lu, donc, l'histoire d'une intégration finalement par le travail, la musique, un jeune soldat allemand qui débarque à New York avec 2 valises, avec saucissons, etc., et des couteaux qui va descendre vers le Dakota, qui va devenir boucher. La malédiction d'une colombe, basée sur un fait divers, la pendaison d'Indiens innocents accusés du meurtre d'une famille de fermiers blancs en 1911, et qui met en scène la vie d'une réserve dans le Dakota du Nord. Et avec ce roman-ci, elle a reçu l'année dernière le fameux prix Pulitzer. C'est aussi une vraie merveille. Alors, c'est l'histoire en fait de son grand-père, Patrick Gournaud, qui dans les années 50 était président du tribunal tribal et qui était en même temps gardien de nuit dans une usine de fabrication de pierres d'horlogerie, en fait, près de la réserve de Turtle Mountain. Et son grand-père a lutté, elle se base sur des lettres de son grand-père, a lutté contre la politique de termination en français, à plus de 100 tribus, des tribus qui ont perdu leurs terres, leur culture, des vies. De quoi s'agit-il? En fait, c'est un projet, c'est un projet. C'est le 1er août 1953. Le Congrès a adopté ce que l'on a appelé la résolution 108, qui déclarait officiellement abroger les traités, manifestait donc la volonté d'abroger les traités de nation à nation. Chaque nation indienne avait ou a un traité, a conclu un traité avec l'État fédéral. Dans le texte, les traités avaient chaque fois été signés pour autant que, c'est une formule que l'on retrouve dans la signature, à la signature de chaque traité, pour aussi longtemps que l'herbe poussera et que l'eau des rivières coulera. Ça signifiait la fin des obligations de l'État fédéral, notamment en matière d'éducation, de soins, etc. Et les Indiens disparaissaient en tant quantité, perte des terres, perte de la souveraineté. Et donc la résolution a été adoptée. Les Indiens n'ont été consultés que après son adoption, au cours de la discussion, au cours des auditions préparatoires aux lois qui allaient rendre effective cette politique de termination. Et c'est dans cette fenêtre étroite que s'inscrit la lutte du personnage de Thomas dans le livre, qui est son grand-père dans les faits. En fait, l'auteur de ce projet de loi, c'est un certain sénateur Watkins, un mormon messianique, qui avait dans l'idée qu'il suffisait de dépouiller les Indiens de leurs droits pour les contraindre à devenir capitalistes. Alors leur peau deviendrait plus blanche. Et donc, la déposition du grand-père de Thomas dans le livre a sauvé les Chippewas, n'a pas sauvé toutes les tribus, mais lui se battait pour les Chippewas de Turtle Mountain. Mais le pauvre, en rentrant de Washington, et toute l'histoire, c'est vraiment un roman et une histoire extraordinaire. Il a eu une crise cardiaque dont il ne s'est jamais bien remis. Il nourrissait sa famille grâce à la culture d'un jardin potager qui est célèbre parce que apparemment il était extraordinaire, et ce jardin figure dans tous les rapports sur la réserve de Turtle Mountain de l'époque. Donc il y a dans ce roman, il y a l'histoire de Thomas, donc son grand-père, qui se bat pour que cette loi ne soit pas promulguée. Et en parallèle, il y a l'histoire de Pixie, une jeune fille qui vit dans la réserve, qui quitte la réserve à la recherche de sa sœur Vera, qui est allée à la grande ville et qui a disparu.
Je ne vais pas vous raconter, davantage pour ne pas... Spoiler. Oui, j'hésitais à utiliser, le mot, mais puisque vous le faites vous-même. Oui, je pense que je vous ai déjà tenu assez longtemps. Louise Erdrich est aussi libraire. Elle a une librairie qui est en même temps bibliothèque Bulge Park à Minneapolis, spécialisée bien entendu en littérature amérindienne. Il y a des groupes de lecture. Bon nombre de ces groupes sont devenus des groupes d'action politique. C'est vraiment une militante. Hein. La librairie s'est associée à des enseignants de l'école qu'on a appelée des protecteurs de l'eau de Standing Rock. Et donc ils ont l'intention de faire, dans la structure qui a vu le jour lors du camp de Standing Rock, un établissement permanent. Ils composent une véritable bibliothèque indienne. Il y a des ouvrages sur tout. Hein. Et donc, Louise Erdrich, je terminerai là-dessus, a participé aux événements donc, de Standing Rock par des interviews. Donc ça se passe à l'été 2016. Donc c'est le combat de CCU contre le Dakota Access Pipeline que j'ai déjà évoqué. Et là, ça a été un rassemblement extraordinaire de solidarité 90 nations indiennes, mais des vétérans du Vietnam, de l'Irak, d'Afghanistan, des représentants du monde entier, des Maoris, des délégations de prêtres, d'imams, pas mal d'Européens, quelques rockstars aussi, donc des gens vraiment venus de partout, beaucoup de non-indiens, des prières, des cérémonies, et les vétérans ont joué un rôle déterminant parce que donc ils sont arrivés en juillet 2016, en décembre il y a eu une tempête de neige, enfin un froid glacial absolument épouvantable, et c'est grâce finalement à la connaissance du terrain en temps de guerre des vétérans des différentes guerres qui ont consolidé les abris, qui ont aidé à conserver l'esprit d'entraide que bon, ça a pu durer. Mais il y a eu des clashs avec la police, des blessures graves infligées aux manifestants, et les anciens de la tribu Sioux, à un moment donné, ont demandé pour protéger les vies, ont demandé aux occupants de partir, en jurant de poursuivre le combat devant la justice. Le projet a été suspendu un moment, mais comme je vous l'ai déjà dit, Donald a ordonné de faire volte-face 10 jours après son arrivée, sans attendre le rapport de l'impact écologique du projet. Bien entendu, il y a une raison, c'est que la société qui a repris la construction, s'est construite en partie, c'est Energy Transfer Partners, une société dans laquelle Donald Trump a des intérêts. Et donc finalement, le plan de construction se poursuit toujours et les Indiens poursuivent encore leur bataille juridique. Voilà, je ne vais pas vous parler de Bingo Palace, c'est sur bon, les casinos dans les réserves, la vie dans les réserves, etc. Donc voilà, vous avez été particulièrement attentifs et donc je pense maintenant que vous méritez un peu de repos. Merci pour votre bonne écoute. Voilà.